voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes vendredi 12 mars 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la réaction de certains acteurs des organisations de la société civile, notamment l'ONG ADENA, une organisation qui lutte contre la drogue, la corruption et la traite des personnes. Le président de l'organisation s'est dit préoccupé des trafics de stupéfiants démantelés par les autorités compétentes ce dernier temps. Suivez plutôt. L'ensemble de la communauté internationale est aujourd'hui confronté au défi du trafic de drogue et des stupéfiants dont le niveau de la fabrication, d'importation et d'exportation de ces substances illicites sont sans précédent. Le Niger participe activement de la lutte contre ce fléau mondial à travers le démantèlement des réseaux de trafiquants. À cet effet, cette année, plusieurs réseaux de trafic des stupéfiants impliquant des personnes de nationalités différentes ont été démantelés par les responsables de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Malgré la situation géographique du Niger et la fermeture de certaines frontières depuis le déclenchement de cette pandémie de Covid-19, ces fléaux prennent de nouvelles allures. Il faut nécessairement multiplier des stratégies efficaces pour faire face à ce trafic illégal de drogue. C'est vrai, l'ORTIS fournit des efforts, mais malheureusement, ce service de la police n'a pas de moyens. Parce qu'au Niger, la lutte contre la drogue, elle existe depuis très longtemps. Il y a des textes réglementaires qui régissent la lutte contre la drogue au Niger, notamment l'ordonnance 99-23 du 23 novembre 1999, dont toutes les questions relatives à la lutte contre la drogue, la répression, en tout cas tout ce qui concerne la drogue est contenu dedans. Malheureusement, ces textes ne sont pas appliqués. La lutte contre ce trafic de drogue est aussi difficile à éradiquer car au moment où l'autorité cherche à combattre ce trafic illicite de drogue, on retrouve aussi certains agents de l'État dans cette affaire. Voilà ce qui s'est passé ces derniers temps, surtout ce mois, les dernières saisies de la drogue, quand des responsables qui sont chargés de l'application de la loi sont impliqués dans ce trafic. Ce qui s'est passé à Dosso, nous, c'est pas surprenant pour nous. Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris, parce que lui, peut-être, il a imité certains, peut-être, des responsables qui, tout le monde le sait, sont impliqués dans le trafic de la drogue au Niger. Le procureur de Dosso, c'est de lui qu'il s'agit, qui n'est pas seul. Actuellement, il y a le chauffeur d'un député qui est recherché. Dans la même semaine, vous avez l'ambulance de Tawa, un véhicule qui, par essence, doit évacuer des malades, maintenant qui est transformé maintenant en moyen de transport des substances psychoactives. Vous voyez, pourquoi je dis que les textes ne sont pas appliqués? Si normalement, si réellement ces textes sont appliqués, tout moyen de transport, tout le moyen de transport de ce produit illicite doivent être confisqués et vendus pour mettre dans le cadre de la lutte contre la drogue. Le Niger est devenu une plaque tournante de lutte contre la drogue. Et le trafic de tous les niveaux, le trafic fluvial, le trafic terrestre, le trafic aérien. Chaque fois, il y a des saisies au niveau de l'aéroport international de Niamey. Il y a aussi des trafics de charitiers, même des enfants qu'on utilise comme porteurs au niveau
de ces frontières-là. Des simples jeunes qui ne connaissent rien du tout, on les utilise pour faire passer le produit. La drogue n'est pas un jeu d'enfant. En réalité, pour lutter contre ce trafic illicite des stupéfiants, toute la société doit jouer sa part de responsabilité pour faire bloc commun de ce fléau dans notre société. Nous poursuivons notre édition avec la réaction, mais cette fois-ci du secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAD, relative à la situation pastorale dans notre pays, surtout en saison chaude. Pour M. Mansour Mohamed, l'État doit penser aux unités industrielles de la production des aliments bétail. Il est au micro de Alouma Massani et Ibrahim Kantama. Vous savez que si l'aliment bétail vient en retard, c'est un problème. C'est un problème parce que ce qu'on devrait éviter, on va l'éviter. Et parfois, si l'aliment vient à l'approche de l'hivernage, également, vous n'aurez pas les éleveurs aussi, parce qu'il y a des périodes difficiles où les éleveurs se cherchent. Donc, nous pensons que dans le cadre de soutien, en tout cas des éleveurs pasteurs vulnérables, n'est-ce pas, des dispositions devraient être prises à temps pour en tout cas soulager en tout cas les difficultés liées de ces éleveurs pasteurs-là au Niger, un peu partout au Niger, parce que l'élevage quand même c'est aussi une ressource qui profite à l'État, qui apporte beaucoup au produit intérieur brut du Niger. L'élevage, c'est une activité qui pourrait en tout cas booster l'économie du Niger et qui pourrait en tout cas créer l'emploi. Il suffit qu'on organise l'activité, qu'on l'améliore pour créer en tout cas des industries, même l'aliment de taille. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait des grands industriels d'aliments de taille dans toutes les régions. Ces derniers temps, dans les pays africains, l'on assiste à l'apparition de nouveaux foyers de grippe aviaire chez la volaille. Les éleveurs font face à cette dernière même au Niger. Comment prévenir et comment guérir cette maladie? Élément de réponse avec le vétérinaire. Il s'agit au niveau des volailles de la maladie de Newcastle qui s'apparente à l'influenza aviaire, qu'on appelle communément la grippe aviaire. Et si vous vous en souvenez, l'année passée, 200 de cela, on a géré aussi une maladie à caractère respiratoire au niveau des asins, au niveau des ânes si vous voulez. Et ça a fait beaucoup de tollé, les médias en ont parlé, qu'on appelle influenza équine. Et toutes ces maladies dont je fais mention, il y a certes, les virus ont ce caractère de pouvoir à tout moment muter, évoluer et devenir tel ou tel autre. Mais l'évolution, exception faite de celle de la grippe aviaire, qui a muté plusieurs fois, au point qu'il y a des cas de grippe qui sont enregistrés au niveau des humains. On n'a pas à s'inquiéter de ces maladies et espérer qu'elles vont évoluer au niveau des humains et faire un rapprochement avec la COVID-19 qui actuellement fait parler de... La prise de conscience des jeunes diplômés vers l'entrepreneuriat et les petits commerces prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes diplômés à la création de leur propre entreprise? Élément de réponse dans ce reportage. Le rêve de la majorité des jeunes diplômés ou même nigériens est de travailler à la fonction publique. Mais l'on constate que ce rêve n'est plus d'actualité chez certains jeunes diplômés. Cependant, la tendance d'aujourd'hui tourne autour de la prise de conscience de ces derniers vers l'entrepreneuriat. À notre temps, après les études, après avoir fini les études, il y avait une incertitude socio-économique dans le pays. Il y avait des grèves des syndicats, des scolaires par-ci par-là. Et la situation économique est tellement précaire que je me suis dit, beaucoup de mes amis étaient partis dans l'enseignement, le contrat. Moi, je me suis dit, peut-être en créant quelque chose, je pouvais gagner un peu plus que ce que les autres gagnent.
C'est pour cela que je me suis lancé comme ça. Dès que vous avez une idée d'entreprise, c'est très difficile de dire que vous rencontrez des difficultés majeures dans la mesure où toutes les difficultés peuvent être encore des solutions. Un entrepreneur, quelqu'un qui a créé une société, ne doit pas s'attendre à quelque chose de plus facile. Donc il y a des choses que vous allez trouver et que vous allez les transformer en solutions. Et ça, c'est déjà un avantage, une expérience. Ça permet de vous remonter encore. Une bonne partie des étudiants émettent aussi des souhaits pour créer leur propre activité commerciale pour subvenir à leurs besoins. Avant qu'on finisse les études là, si la personne n'a pas de moyens pour faire ses études, comme là-bas c'est des instituts privés, il y a des sommes qu'on verse. Si la personne n'a pas ces sommes-là, c'est un problème. Donc c'est pour cela qu'on est en train de faire ça comme ça. Aussi, venir chômer là, c'est pas bon. L'appel que je lance à nos collègues étudiants de ne pas croiser leurs bras pour attendre jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. Notons que l'État, qui est le principal employeur dans la plupart des pays en voie du développement, dont le Niger en particulier, ne dispose pas d'assez de moyens et ressources pour recruter tous les diplômés. Cependant, l'heure est à l'entrepreneuriat social et mener ses activités génératrices de revenus pour réduire le taux de chômage dans le pays. Nous allons à présent à la rencontre de l'association des personnes handicap locomoteurs pour parler des activités menées par les personnes en situation de handicap pour l'autonomisation totale de ces derniers, car l'handicap n'est pas une fatalité. Élément de réponse dans ce reportage avec Mohamed Issoufou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Les personnes en situation d'handicap deviennent de plus en plus des références dans la main-d'œuvre au Niger. À Niamey, ces derniers se sont lancés dans plusieurs activités entrepreneuriales telles que la soudure, la menuiserie, la mécanique, pour ne citer que cela. Dans notre domaine, vraiment, ça ne va pas. Avec le Covid-19, tout est au ralenti. Pour l'écoulement de nos produits, vraiment, on a des problèmes parce que la clientèle est très faible, on n'a pas la clientèle. C'est ça notre grand problème ici au centre des handicapés locomotrices. L'association nigérienne des handicapés locomoteurs, en collaboration avec leurs partenaires, s'organise femmes et jeunes filles afin d'apporter leur expertise, notamment la production des produits cosmétiques et la couture. Côté des femmes, il y a le tricotage, la couture, fabrication de produits cosmétiques, il y a la soudure, la menuiserie et fabrication de salons, il y a la maroquinerie, il y a l'électromécanique, il y a la fabrication des grillages aussi. On a les centres, on a assez de places, vraiment ils peuvent venir apprendre un métier. Au lieu d'aller mendier, vraiment c'est de venir voir au centre le métier qui peut convenir à la personne. Vraiment on est là pour accueillir vraiment toute personne handicapée locomotrice qui est intéressée à apprendre un métier sans aucun problème. Cette association de personnes handicapées locomoteurs se bat pour une autonomisation des personnes en situation d'handicap à travers leur slogan « Femmes leaders handicapées ». Le gouvernement, à travers le ministère de la Population, devrait encore accompagner ces initiatives pour mettre fin à ces phénomènes de mendicité de certaines personnes handicapées au Niger. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, M. Mansour Mohamed, sur la situation pastorale et les questions d'aliments bétail au Niger. Très bonne réception et au revoir. Quand on prend la question des ressources pastorales, elles sont en tout cas satisfaisantes, n'est-ce pas? Elles sont satisfaisantes en tout cas pour la majorité des sites sentinelles. Vous savez, comme je dis, la CFA a des sites sentinelles dans les régions de Tawa, Maradi, Zender, etc.
et les relevés jusqu'à janvier 2021 ensuite nous relèvent que, en tout cas, les ressources naturelles, les ressources en pâture sont satisfaisantes, n'est-ce pas? Maintenant, l'embonpoint de l'animal, des animaux est également appréciable. La situation sanitaire des bétails globalement calme. Maintenant, il y a la question de la persistance de l'insécurité dans le nord, dans les régions de Tillabéri, par exemple, Tawa, Difa, et sur les frontières de Maradi. Sur les frontières de Maradi, il a été relevé comme l'insécurité liée au vol de bétail et les attaques de groupes armés non étatiques. L'autre aspect, c'est la concentration des animaux a été également relevée. Et pour cela, la concentration d'animaux, en tout cas de décembre 2020 à janvier 2021, est jugée une moyenne pour environ 100% des sites, n'est-ce pas, sentinelles, est faible à 20% des sites suivis. Maintenant, l'autre aspect, on signale une forte concentration dans certaines zones comme Kelly, Gandou, dans la région Zander. Une autre concentration d'animaux observée dans la zone de Kabiloa et Keskuru Difa, ce qui pourrait être un risque pour la dégradation du pâturage de ces zones-là. Vous voyez. Maintenant, par rapport en tout cas aux ressources en eau, n'est-ce pas, cela a été jugé satisfaisant. Et c'est en tout cas le relevé, par ce relevé-là. Donc, il y a des zones où c'est quand même un peu insatisfaisant. Quand vous prenez la région de Kelly-Zender, la région de Malbaza, Tawa, sud région de Maradi, oui. Maintenant, par rapport aux feux de brousse, ils ont été observés dans la région dans la zone de Kelly et de Tchantabraden. Il y a eu assez de feux de brousse. Maintenant, comme je l'ai dit, la situation en pâturage elle est satisfaisante, en tout cas par rapport en lien avec le relevé que nous avons de décembre 2020 à janvier 2021, n'est-ce pas? Donc l'état des ressources est jugé satisfaisant sur plus de 80%. Cependant, on constate une dégradation selon le bulletin dans la zone de Maradi, n'est-ce pas? Donc la seule disponibilité de fourrage en tout cas est liée, s'explique par la bonne production, cette bonne production de pâturage est relative en tout cas à la saison hivernale 2020, là qui est constatée. Donc la situation en tout cas pastorale, en tout cas en lien en tout cas avec les éléments qui ont été relevés par ce bulletin mensuel là du décembre 2020 à janvier 2020 nous rassure en tant qu'organisation en tant que réseau des organisations des éleveurs pasteurs. Néanmoins, il y a toujours cette question d'insécurité qui fait que les éleveurs pasteurs ne sont pas là où il faut dans certaines zones. Récemment, on nous parle, quand on parle de la région de Tillabéri, dans la zone de Yuru, les zones de Tillabéri, Nord Terra, vers la frontière du Mali, Colman, etc. Tous ces éleveurs qui sont dans cette bande-là se sont rabattus entre le département de Bankalare et Tara, vers le sud. Les dernières informations que nous avons. Donc les éleveurs sont plus concentrés dans ces zones parce qu'ils ne peuvent plus aller de l'autre côté. N'est-ce pas? Ça, c'est la question de l'insécurité qui a aussi un impact négatif sur les éleveurs pasteurs. Parce que là, même s'il y a le pâturage, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller là où il y a l'insécurité parce que vous risquez votre vie, vous risquez vos animaux. N'est-ce pas? C'est comme dans le long de la frontière, dans la zone de Madaronfa, la zone de Maradi, où vous trouvez de plus en plus un phénomène de banditisme, où on vole les animaux, on fait des rapes, etc., etc. Donc ça a des conséquences sur les éleveurs pasteurs. Maintenant, par rapport en tout cas à la question, vous savez, nous sommes
nous sommes en mars, nous allons vers avril. Là, c'est des périodes qui attirent beaucoup notre attention par rapport, en tout cas, au soutien des éleveurs pasteurs. Même si la campagne est globalement satisfaisante au Niger, il y a des endroits, il y a des zones quand même qui ont besoin d'être, en tout cas, mérités, qui doivent mériter l'attention des pouvoirs publics. C'est là le bulletin l'a relevé, n'est-ce pas? Et notre souhait en tant que réseau des organisations des éleveurs pasteurs CAPAN, qui fait des plaidoyers pour la sécurisation, en tout cas des systèmes pastoraux, c'est de faire en sorte que, nous le disons régulièrement, que l'aliment bétail, en tout cas à prix social pour des éleveurs vulnérables, soit en tout cas mis à disposition à temps et dans des endroits accessibles aux éleveurs pasteurs. N'est-ce pas? Et vous savez que si l'aliment bétail vient en retard, c'est un problème. C'est un problème parce que ce qu'on devrait éviter, on peut pouvoir l'éviter. Et parfois, si l'aliment vient à l'approche de l'hivernage, également, vous n'aurez pas les éleveurs aussi, parce qu'il y a des périodes difficiles où les éleveurs se cherchent. Donc, nous pensons que dans le cadre de soutien, en tout cas des éleveurs pasteurs vulnérables, n'est-ce pas, des dispositions devraient être prises à temps pour en tout cas soulager en tout cas les difficultés liées de ces éleveurs pasteurs-là au Niger, un peu partout au Niger. Parce que l'élevage quand même, c'est aussi une ressource qui profite à l'État, qui apporte beaucoup au produit intérieur brut du Niger. L'élevage, c'est une activité qui pourrait en tout cas booster l'économie du Niger et qui pourrait en tout cas créer l'emploi. Il suffit qu'on organise l'activité et qu'on l'améliore pour créer en tout cas des industries, même l'aliment bétail. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait des grands industriels d'aliments bétail dans toutes les régions. N'est-ce pas? Au lieu de commander cet aliment à l'extérieur avec la perte de devises, etc. Nous pensons que les pouvoirs publics doivent susciter la création des entreprises qui se spécialisent dans l'aliment bétail en région. Cela pourrait en tout cas sécuriser les éleveurs pasteurs en tout cas. Et nous, on constate régulièrement que la mise à disposition d'aliments bétail aux éleveurs vulnérables se fait à temps. N'est-ce pas? C'est fait en retard, excusez-moi. C'est fait en retard. N'est-ce pas? Et nous souhaitons que dès la fin de la campagne hivernale, dès la délévation de la campagne hivernale, qu'on crée les conditions pour que les commandes de l'État, en tout cas, soient faites à temps et l'aliment bétail placé à temps dans des zones identifiées pour en tout cas éviter les surprises malheureuses, n'est-ce pas? C'est ça le défi de mon point de vue. Le défi c'est quoi? Une fois la campagne est évaluée, comment faire pour que l'État, n'est-ce pas, essaie de faire ce commande à temps, que ce soit les commandes pour les populations qui ont un déficit agricole petit A, parce que les agriculteurs également vivent parfois les mêmes problèmes, que ces commandes soient faites à temps. C'est là le grand défi en tout cas de ce pays. L'autre défi, de mon point de vue, peut-être à court terme, je ne sais pas, c'est de susciter la création des unités industrielles en lien avec l'aliment bétail. Je
pense que I3N doit également en tout cas réfléchir aussi dans ce sens. Le Nigérien nourrissent les Nigériens, n'est-ce pas? Qu'on crée les conditions pour qu'il y ait des élèves, des commerçants ou des opérateurs économiques qui vont se lancer dans l'aliment bétail, comme ils se lancent dans la fabrication de jus ou autres, parce que c'est une activité aussi porteuse. Il faudrait qu'on soutienne des industries, qu'on les soutienne, que l'État les soutienne, au lieu d'aller commander à l'extérieur, à grands frais. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.